quand on se rend compte qu'on a un complexe, de se poser la question, à qui est-ce que ça bénéficie que j'aille ce complexe-là? Allô Sandrine, Salut Laetitia! on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'image corporelle. Oui, ben on vient tout juste de finir de tourner notre épisode là, sur notre relation avec l'alimentation. Puis à plusieurs reprises, c'est comme on se dirigeait vers le sujet de l'image corporelle, donc autant rester dans nos... autant rester logique puis en parler justement là, de c'est quoi. Exactement, puis je pense que vraiment ces deux épisodes-là vont pouvoir avoir un beau lien ensemble parce que souvent, comment qu'on va voir l'alimentation, ça peut aussi avoir un lien quand même beaucoup avec notre image corporelle. Exactement. Laetitia, est-ce que tu pourrais me parler un peu plus de c'est quoi la définition de l'image corporelle? Définition très simple, je pense que c'est peut-être même la plus simple de la saison, mais c'est la perception qu'une personne a de son corps. Donc c'est aussi simple que ça, à savoir c'est quoi l'image corporelle. Intéressant. Oui. Puis dans le fond, l'image corporelle, on peut dire maintenant qu'elle peut être positive, négative, oui, elle peut être neutre. Elle peut être neutre. Puis elle peut aussi beaucoup varier tout au long de notre vie, tout au long des événements qu'on va avoir parce que notre corps va changer. On va jamais avoir le même corps depuis qu'on est jeune que jusqu'à temps qu'on vieillisse. Il va toujours évoluer. Donc ça se peut aussi que notre perception de nous évolue en même temps. Oui, oh oui, ça c'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est un bon point, ok. Puis là, Sandrine, tu as trouvé un beau livre par rapport à l'image corporelle qui se nomme « De l'insatisfaction à l'acceptation corporelle, développer une relation plus positive avec son corps » de Marie-Michelle Ricard qui est psychoéducatrice et psychothérapeute. Il est vraiment beau en plus. Ah, il est beau, hein? Je me rappelle que j'avais eu un cours de psychologie de l'alimentation il y a peut-être 2-3 ans. Puis, dans le fond, dans les références du cours, il y avait ce livre-là. Donc là, j'étais comme, hey, je vais l'acheter. Ça t'intéresse. Donc, je l'ai acheté. Puis, ben là, on voit que j'ai mis plein de petits post-it. Je me suis retenue, je ne l'ai pas souligné, je ne l'ai pas noté. Mais la rédaction puis le contenu de cet épisode-là va beaucoup quand même de se baser sur ma lecture de ce livre-là. 100%. C'est quoi les déterminants là, qui ont un lien un peu avec comment on va... avec la perception de notre corps? Donc, comment notre image corporelle se construit, en quelque sorte? 100%. Ben, tu sais, comme tu le disais tantôt, ça va être tout au cours de notre vie que ça va se construire, à partir de l'enfance, beaucoup à l'adolescence, puis après, ça va se stabiliser à l'âge adulte. Ceci étant dit, il y a plusieurs facteurs qui vont venir contribuer au développement de l'image de soi. Tout d'abord, des particularités physiques qui vont les déterminer. Donc, on en compte 4 principales. Le genre, donc que tu sois un homme ou une femme, on va en parler un peu plus tard. L'âge, donc comme je disais un peu tantôt. La puberté et le poids. Donc, ça va être les 4 principales particularités physiques qui vont être déterminantes dans l'image corporelle. Ensuite, il y a des facteurs psychologiques individuels. Donc, que la personne va posséder. Par exemple, le conformisme. C'est quoi la propension à la personne de tenter de se conformer, de faire comme les autres? Il y a aussi la tendance à se comparer. Donc, de regarder les autres font quoi, nous c'est-tu correct en comparaison à ça, etc. La forte internalisation de l'idéal de beauté. C'est une chose d'être exposé à un idéal de beauté, c'est-à-dire comme c'est quoi les critères qui font en sorte qu'une personne va être jugée comme étant belle, étant magnifique, étant genre qu'est-ce qu'on doit poursuivre, mais à quel point est-ce qu'on l'internalise? À quel point est-ce qu'on le prend pour du cash? Versus est-ce qu'on est capable de le nuancer? On est-tu capable comme de prendre une distance avec lui? Il va aussi avoir la tendance au perfectionnisme. On tournait là, il n'y a pas si longtemps que ça notre épisode sur la productivité et la performance, puis on parlait de la place du perfectionniste là-dedans. Ben là aussi, dans l'image corporelle, le perfectionnisme va y avoir à jouer à beaucoup. Tu sais, si on voit notre corps comme étant quelque chose qu'on peut réussir ou échouer, ben ça va venir l'influencer, là. Il y a aussi la faible estime de soi, bien évidemment. Tu sais, l'estime de soi, ben ça comprend entre autres l'estime corporelle, mais
en règle générale, son état global va venir influencer l'estime corporelle. Et aussi, il y a les expériences interpersonnelles qui vont être déterminantes dans le développement de l'insatisfaction corporelle. Donc, les expériences qu'on peut vivre. Avec les autres, avec les événements. Là. C'est ça. Puis là, elles-mêmes, c'est séparé en 3 catégories. Donc, avec les personnes significatives, avec les groupes de pairs et avec les étrangers. Donc, avec les personnes significatives, on peut parler, par exemple, des parents, on peut parler des figures parentales fortes, tout ça. Leur propre image corporelle. Si on a un parent, par exemple, qui, lui, a vraiment une image corporelle négative, mais on risque d'être affecté par ça dans la nôtre. Leur propre comportement alimentaire aussi. Les commentaires sur leur propre poids, la pression qui est exercée sur l'enfant pour être mince, les comportements restrictifs qui vont être instaurés à la maison, la comparaison avec la fratrie. Donc, si, par exemple, un parent va comparer son enfant à son frère ou sa sœur, ça peut être déterminant dans l'image corporelle. Les commentaires sur le poids ou sur l'apparence des autres. Donc, simplement, par exemple, avoir une personne significative. Là, je parle des parents. Mettons, on va prendre quelqu'un d'autre. Ton chum, quand t'as 15 ans, il fait tout le temps des commentaires genre sur les filles qu'il voit genre en ligne ou quoi que ce soit, ou sur les gars, tu sais, peu importe. Puis dire, cette personne-là, elle se laisse aller, hein? On se voit dans son physique. Le fait qu'une personne significative pour toi émet ce genre de commentaires-là, tu vas l'internaliser aussi, ça va avoir un impact sur ton image corporelle. Même si la personne ne le dit pas de toi. Exactement. Toi, tu vas faire des liens où tu vas dire « Ah, maintenant, mon chum pense ça de cette personne, je veux pas qu'il ait les mêmes pensées pour moi. » Exactement, c'est exactement ça. Ensuite, les groupes de pairs, il y a les normes par rapport au poids et à l'apparence et leur degré d'acceptation. Les conversations qui vont être axées sur le poids et l'apparence. Tu sais, si tu as un groupe d'amis ou dans la classe, ça parle beaucoup de poids et d'apparence, tu vas internaliser ça. Tu peux internaliser ça plutôt. Les croyances qui sont maintenues sur le poids et l'apparence. Par exemple, si tu as la croyance que le poids, c'est une question de le vouloir ou non, c'est une question d'être déterminé, d'être discipliné, ça va venir impacter ton estime corporelle. Et aussi l'intimidation puis les comportements discriminatoires en lien avec le poids. Finalement, pour les étrangers, l'intimidation et les comportements discriminatoires avec le poids aussi. Que ce soit des gens dans ton entourage ou des étrangers, ça va t'affecter. Que tu connais pas nécessairement. Fait que ça fait comme un tour des principaux qui ont été recensés dans la littérature scientifique. Mais je pense que ça peut quand même aider à comprendre des fois pourquoi on a cette vision-là de notre corps et de où que ça peut venir. Puis on remarque qu'il y a beaucoup de déterminants. Donc, des fois, certaines personnes vont juste dire comme « Mais voyons, aime-toi, c'est facile ». Mais là, on peut voir qu'il y a quand même beaucoup de déterminants qui sont en cause de ça et que parfois, pour certaines personnes, ça peut prendre plus de temps qu'une autre personne qui a eu, par exemple, un parent qui, n'a pas nécessairement focusé sur ça, qui n'a pas entendu son parent dire comme « mange pas ça, c'est pas bon, tu vas grossir », mais un autre enfant qui va l'avoir entendu beaucoup, qui va avoir été dans un entourage qui focus beaucoup sur le poids, ça se peut que son développement de son image corporelle soit plus difficile. Ah oui, vraiment. Puis, justement, ça ressemble à quoi la proportion c'est-tu fréquent, des gens qui sont insatisfaits de leur poids? C'est une très belle question. On a sorti des statistiques pour avoir une vision plus claire. Mais selon un sondage réalisé en 2008 par les producteurs laitiers du Canada, 80% des femmes voulaient perdre du poids. My God, 80%? 80%. Donc, on a seulement un 20%. Qui ne voulaient pas perdre de poids. 6% des femmes avec un poids qui est dans la norme voulaient perdre du poids. Donc, eux, ils ont un poids dans la norme qui est considéré comme normal, sain, santé. 56% de ces femmes-là voulaient perdre du poids quand même. Et 30% des femmes qui ont un sous-poids voulaient perdre du poids encore. Donc, on peut voir que c'est quand même une bonne proportion. Oui, puis même en sous-poids, une femme sur 3 qui est en sous-poids voulait perdre du poids. Exactement. C'est fou.
C'est ça. Donc, il y a vraiment comme une déconnexion du poids réel. 100%. Puis je pense qu'on en entend quand même des fois un peu parler de comment les personnes te voient comparativement à toi, comment tu te vois. Des fois, c'est pas nécessairement réel. Si on va plus pour les hommes, 45% des hommes souhaitent augmenter leur masse musculaire en 1990. Donc ça, c'était avant. Et maintenant, en 2007, 90% voulaient augmenter. Oh mon Dieu, mais c'est immense! Il y a vraiment C'est du simple au double, la proportion. Là. Exactement. Il y a vraiment une grande augmentation. Et qu'est-ce qui est quand même comme important à nommer, je pense qu'on a discuté tantôt, c'est qu'en 2007, les réseaux sociaux n'étaient pas nécessairement là. T'sais, on va souvent mettre la raison de l'image corporelle plus difficile à cause des réseaux sociaux. C'est ça. Mais en 2007, c'était pas encore autant important qu'aujourd'hui. Donc, c'est pas juste à cause des réseaux sociaux vraiment que l'image corporelle peut être plus difficile. Oui, peut avoir une corrélation, mais pas nécessairement. La comparaison sociale, c'est pas le seul facteur qui détermine on en a nommé d'autres tantôt. On en a nommé plein d'autres. Puis qu'est-ce que j'aime faire, la différence, c'est que dans le sondage, les femmes voulaient perdre du poids et les hommes voulaient augmenter leur masse musculaire. C'est pas la même raison. Mm-hmm. Exactement. Puis moi, il y a une phrase que j'aime vraiment beaucoup, là, qui est quand on se rend compte qu'on a un complexe, de se poser la question à qui est-ce que ça bénéficie que j'aille ce complexe-là. Donc, si on regarde que statistiquement, les femmes ont plus le standard de beauté d'être minces que les hommes. Les hommes, c'est plus d'avoir des muscles. À qui ça bénéficie que les femmes soient minces? À qui ça bénéficie que les femmes ne développent pas leurs muscles? Ouais. Puis on se rend compte que, hey, c'est pas tant top, là. Ensuite, chez les minorités sexuelles et de genre, on observe que c'est entre 60% et 73% qui ont des préoccupations liées à l'image corporelle. C'est quand même élevé, ça aussi, là. Oui, oui, vraiment. Puis, on remarque que la prévalence va être plus élevée que l'anxiété et la dépression. Donc, il y a plus d'insatisfaction corporelle que d'anxiété et de dépression chez les minorités sexuelles, quand même. Puis, aussi, ce qui est intéressant de noter, c'est que les hommes homosexuels rapportent plus de désir de minceur que les hommes hétérosexuels, tandis que ça va être l'inverse qui va être observé chez les femmes homosexuelles, c'est-à-dire qu'il va y avoir moins de désir de minceur que les femmes hétérosexuelles. Donc, les femmes homosexuelles vont moins vouloir mincir qu'une femme hétérosexuelle. C'est ça. Exact. Puis là, je trouvais ça vraiment intéressant. En tout cas, je peux être trop extrapolée, là, mais je trouvais que c'était très, très, très curieux. Ouais. Puis là, je veux faire aussi le lien avec la théorie de l'objectification du corps. Oui. Si tu me le permets. Je te le permets, Sandrine. Donc, en fait, c'est quand le corps est perçu comme un instrument ayant comme seul objectif de représenter la personne. Comme si, en lien avec qu'est-ce qu'on voit, ça veut dire les qualités de la personne, les défauts de la personne, qu'est-ce qu'elle vaut. C'est un peu comme si je me disais, tu sais, Sandrine, c'est son corps, c'est pas ce que je dis, c'est pas genre mes qualités, c'est pas mon rire, c'est pas genre le bonheur que j'apporte aux gens, c'est juste mon corps. Fait qu'on le voit vraiment comme un objet. Puis, l'insatisfaction corporelle, elle semble demeurer stable, mais l'importance accordée à l'apparence physique va diminuer avec l'âge adulte, qu'on observe aussi. C'est comme si on réalise qu'il y a d'autres choses. C'est ça. D'important. Puis, tu vois, j'avais entendu, à un moment donné, c'est un extrait là, sur TikTok d'une personne âgée qui parlait, puis c'est comme un peu des questions sur l'image corporelle, puis la personne âgée, elle a dit, tu sais, moi, je sais bientôt que je vais mourir, puis dans mon lit de mort, à quoi que je vais penser? Ben, je vais penser à tous les beaux moments que j'ai passés avec mes amis, avec ma famille. Je vais pas penser à ma shape. Je vais pas penser à j'avais un double menton de trop sur cette photo-là en 2010. Donc, c'est comme de réaliser qu'il y a des choses qu'on met tellement de focus sur le présent, en fin de compte, sont peut-être plus superficielles qu'on le pense, puis que ça va pas nécessairement déterminer notre bonheur. Ah, vraiment pas, là, de se questionner. Fait que, tu sais, je pense qu'on peut, quand on parle de l'objectification du corps, se poser la question, tu sais, c'est quoi qui peut me représenter autre que mon corps?
C'est quoi que je suis en dehors de mon apparence, en fait? Ouais, puis je pense que c'est des bonnes questions à avoir et de se rappeler que j'ai l'impression souvent, nos proches, là, qu'on voit toujours, ils vont... Tu sais, si tu présentes ton meilleur ami, là, est-ce que tu vas le présenter par à quoi qu'il ressemble ou tu vas le présenter par ses qualités, par qu'est-ce qu'il fait? Tu vas le présenter par ses qualités, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui te fait ressentir. Tu vas pas le présenter par mon meilleur ami a les cheveux bruns, les yeux bruns, il est grand tu sais, tu vas pas dire ça. Fait que c'est aussi de réaliser que des fois, on met beaucoup plus, c'est ça, de focus que qu'est-ce que les autres aussi vont mettre. Vraiment. Ouais, vraiment. On a parlé tantôt brièvement avec des commentaires que les gens peuvent faire. Tu veux-tu m'en parler un petit peu plus, Laetitia? Oui. On a eu une présentation d'un organisme, l'Éclaircie, pour les troubles alimentaires. Puis, il parlait que les commentaires sur le corps, sur l'apparence, qu'ils soient positifs ou négatifs, n'ont pas leur place. Pourquoi? Je vais le dire. Par exemple, si, premièrement, négatif, on s'entend qu'on comprend quand même rapidement que ça va blesser la personne, que ça peut lui créer des triggers et tout. Mais souvent, on va penser que complimenter la personne sur son apparence, ça va juste rendre la personne plus heureuse. Je te donne un exemple. Par exemple, je te dis « Oh, Sandrine, t'as minci, là, dernièrement, c'est tellement beau. » Puis moi, je t'ai dit ça pour être gentille. Ouais. Ben peut-être que toi, tu vas te dire « OK, j'ai minci, ça veut dire que je suis rendue belle pour ça. Et là, tu vas te dire « Je dois continuer à mincir si je veux être plus belle. » Ou peut-être aussi que je ne sais pas que toi, dernièrement, tu as arrêté de manger et que là, en te disant ça, je vais te motiver à continuer à moins peut-être manger. Que je suis plus mince parce que je peux moins manger ce temps-ci parce que c'est la fin du mois, j'ai plus d'argent, là. Il y a aussi ça. Il y a tellement de facteurs. Puis il y a tellement de facteurs qu'on ne connaît pas. Il y a certaines personnes qui vivent de l'anxiété, ils vont prendre du poids, puis au contraire, il y en a d'autres qui vont perdre du poids. Ça n'a pas nécessairement de lien avec la personne le fait parce qu'elle le veut. Des fois, c'est juste que ça se fait naturellement. Puis, c'est ça, c'est qu'on crée comme si le fait d'être mince, puis tu sais, c'est pas juste dans la minceur, là, ça peut juste être « Sandrine, t'es donc bien belle, t'as une belle peau ». Tu sais, ça peut créer un complexe de quand tu vas avoir un bouton, parce que tout le monde en a dans leur vie, ben je vais être moins belle. C'est ça. Donc, c'est pour ça que vaut mieux complimenter sur les qualités de la personne ou qu'est-ce que la personne va faire. Exemple, Sandrine, j'aime tellement ça travailler avec toi. Tu sais, ça va vraiment plus te rendre heureuse, puis c'est rare que ça va créer un complexe. Vraiment. Donc, je pense que ça, c'est des choses quand même à faire attention. Je sais que c'est pas facile, des fois c'est un réflexe. Moi, je complimente souvent, comme, mettons, le linge du monde, là, je sais pas pourquoi, c'est comme de quoi que c'est un réflexe que j'ai à faire. Tu sais, c'est sûr que c'est pas le corps, mais des fois, de prendre le temps, moi, j'aime bien mieux quand quelqu'un me dit, comme, je sais pas, t'es vraiment souriante, ça me rend tellement plus heureuse, tu sais. Ben oui. Donc, de faire attention à ça, de toujours penser aux répercussions que ça peut avoir, parce qu'on connaît pas le vécu de la personne. On sait pas non plus, est-ce que ce commentaire-là va déclencher une spirale que la personne venait de régler ou guérir en tant que telle. Vraiment. Fait que c'est ça. Ouais, intéressant. Je pense que ça peut nous aider parce qu'on l'entend quand même souvent. Puis j'ai l'impression qu'en fille, c'est pas juste néfaste un commentaire pour la personne qui le reçoit, c'est néfaste aussi pour celle qui le dit, le transmet, puis les gens qui entendent autour des témoins. 100%. Fait que c'est néfaste pour tout le monde selon les études, donc on en fait moins. Exactement. Un commentaire, je pense. Ensuite, une petite piste de réflexion qu'on pourrait avoir, qui peut nous aider, c'est quels événements qui ont été marquants dans notre développement de notre image corporelle. Ouais. Ça peut être marquant d'une manière positive, ça peut être aussi marquant d'une manière plus négative, plus désagréable, et de comprendre un peu c'est quoi ces événements-là. Et si jamais, tu sais, c'est des événements positifs, peut-être un petit peu d'essayer de... Je sais pas, toi, tu sais qu'une de tes amies, elle te fait toujours sentir bien, elle te fait sentir belle, elle te fait sentir intelligente. Ben ça va aller de reproduire ces événements-là avec elle, comparativement à si c'est quelqu'un ou un événement, quand tu sais que tu es dans cet événement-là, il y a plus de risques que tu te sentes moins bien, ben de peut-être diminuer la fréquence que tu y vas. Vraiment, ben oui. Sandrine, les chirurgies esthétiques, je pense... On pense quoi?
je pense qu'il y a quand même un lien, on en parle beaucoup de plus en plus. Ouais, ben brève anecdote là-dessus sur les chirurgies esthétiques, parce que là, il y a comme beaucoup un mouvement des influenceurs, par exemple, qui parlent de leur chirurgie esthétique. Ouais. Puis là, ben, t'as beaucoup de débats de est-ce que parce qu'ils en parlent, ils en font la promotion ou ils banalisent. Ouais. Je me positionnerai pas là-dessus, là, c'est pas, je me suis pas assez renseignée là-dessus, mais une statistique que je trouvais très intéressante, c'est que les femmes ayant eu recours à une chirurgie esthétique de la poitrine pour raisons esthétiques, c'est-à-dire pas pour des raisons médicales, présentent un taux de suicide 73% plus élevé que la population générale. C'est quand même très élevé. Ouais, j'étais choquée C'est d'apprendre plus que ça. la moitié. Tu sais, comme quoi, des fois, comme... ben, quand on se dit qu'il y a un trouble d'image corporelle derrière une action, ben peut-être que l'idéal, c'est pas nécessairement de juste offrir le service du comportement, maintenant, de l'apparence, mais aussi peut-être d'offrir le soutien psychologique nécessaire. Oui, 100%. Puis je pense que ça, c'est un peu dans tout aussi. Là. Il y a beaucoup, tous les professionnels qui sont vraiment, vraiment plus médicaux, qui sont très pertinents, mais qui manquent aussi des spécialistes de la santé mentale. Là. Exactement. Ouais, vraiment. Puis, ouais, ça fait le tour pour ma petite anecdote sur les chirurgies esthétiques. J'ai envie qu'on jase un petit peu des signes d'une mauvaise image corporelle. Donc là, Sandrine, elle va ouvrir son livre parce qu'il y a des informations très pertinentes là-dedans. Donc, je vais te laisser ouvrir la discussion. Oui. C'est pour ceux qui ne le voient pas, Sandrine a baissé ses lunettes pour mieux voir. Ouais, comme une coquine. Comment est-ce qu'on peut reconnaître qu'une personne ou soi-même présente de l'insatisfaction corporelle? Par exemple, que si elle émet des commentaires négatifs ou des critiques sur son propre corps, c'est assez évident. C'est assez évident, oui. Ou si elle peut se plaindre d'une prise de poids, par exemple. Elle peut sembler préoccupée par son poids ou son apparence, parler de méthodes ou de produits visant la perte de poids ou peut encourager leur utilisation. Tu sais, mettons, là, quelqu'un qui arrive et dit « Hey, mon Dieu, cet aliment-là, il paraît que c'est vraiment bon. J'essaie vraiment de le mettre plus à l'alimentation. Ou c'est ça. Donc là, ça peut être un signe qui nous allume une cloche là-dessus. Se peser régulièrement, se mesurer ou se regarder constamment devant le miroir. Que la personne va ressentir des émotions désagréables face à son corps. Ne voudra pas nécessairement parler, ne voudra pas le voir, tu sais. Autant d'un côté, la personne peut être obsédée à l'idée de savoir tout le temps le poids puis ses mensurations, autant elle peut être dans l'évitement total aussi. C'est ça qui est intéressant. Il y a comme deux opposés là-dessus. Elle peut éviter certaines activités ou éviter de porter certains vêtements à cause de son poids ou de son apparence. C'est le classique, par exemple, aller à la piscine. C'est parce que tu es en maillot de bain ou... ça peut même aussi des fois être avec les décolletés, tu sais. Je sais que certaines personnes, quand ils ont des plus grosses poitrines, ben, ils se disent même si le chandail n'est pas vraiment décolleté, moi il me fait un décolleté, je vais pas vouloir le mettre, tu sais. C'est ça. Ou porter des vêtements plus amples. Tout ça. Elle va développer un programme d'exercice qui semble excessif ou rigide. Puis elle va modifier son alimentation dans le but de contrôler son poids et finalement, elle peut avoir tendance à s'isoler ou à afficher une humeur plus triste. Toutes des signes... qu'on peut surveiller dans son entourage ou même chez soi, en fait. Puis, un peu en lien, tu sais, avec les signes là, d'une mauvaise comme image corporelle, il y a 3 degrés d'insatisfaction corporelle. OK. Donc, la première, c'est l'insatisfaction corporelle. Celle-là, dans le fond, ça va être de ne pas aimer ou moins aimer une certaine partie de son corps. Mais sans en être obsédé. T'sais, ça peut juste être de dire comme moi, mon pouce, là, je dis n'importe quoi, là, mais mon pouce, il est croche, il me gosse un peu. Mais la personne ne va pas tout le temps focusser là-dessus. Chez les femmes, ça va souvent être les hanches, les fesses, les ventres et les bras. Ça va être comme un peu un classique. Ensuite, pour les hommes, ça va surtout être la musculature de l'abdomen et des épaules. OK. Ensuite, on a l'autre insatisfaction qui est la préoccupation excessive. Donc, on passe de insatisfaction corporelle de base à excessive. Okay. Exactement. Donc, celle-là, ça va être qu'il va y avoir plus de parties de son corps qu'on va trouver moins beau, qui va avoir des défauts.
Puis on va plus s'investir un peu pour modifier ces parties-là de notre corps, par exemple. Aller plus bouger, plus faire attention à son alimentation, donc trouver un peu des solutions. Puis ça va aussi, certaines personnes vont avoir des difficultés à diminuer l'inconfort de ce ressenti-là. Donc, la première exemple, c'était vraiment une partie du corps que tu n'aimes pas trop, mais tu es comme quand même capable de laisser ça aller. Mais là, dans celle-là, ça va être plusieurs parties, mais tu vas avoir de la difficulté à faire le laisser aller. OK. Puis, la dernière, ça va être l'obsession. Donc ça va altérer le fonctionnement de la personne. Les comportements de contrôle vont vraiment prendre une grande place importante. Par exemple, moi je connais une personne là, dans mon entourage, dans son jeune âge, à son adolescence. Elle, c'est vraiment son bas de son ventre qu'elle focusait toujours. Et à chaque fois, mettons qu'on était relax, là, juste en train de jaser sur le divan, elle commençait à faire des exercices d'abdos. Juste pour pouvoir comme avoir l'impression de contrôler. Donc elle, c'était vraiment ça qu'elle faisait. Elle se mettait... Ouais. Tu dis impression de contrôle. Oui. Parce que c'est comme un gros mythe dans le corps. Un gros mythe en santé, c'est qu'on peut viser une perte de poids spécifique. Sur une place. Parce que non. Tu sais, mettons, faire des exercices de bras va pas te faire perdre du gras dans les bras. Oui. Je pense que ça a vraiment un lien. Donc, cette personne était rendue comme obsédée par rapport à cette partie de son corps. Puis il y a certaines personnes que ça devient vraiment comme intense, ça va prendre le contrôle de leur vie. Donc, ils vont décider de ne pas aller faire cette activité-là parce que soit ils ne pourront pas contrôler leur partie de leur corps, ils ne pourront pas soit le muscler, soit le diminuer. Donc, la personne va manquer des événements, ça va nuire à son fonctionnement, tout ça, puis ça va créer beaucoup de stress, d'anxiété, toutes des émotions là, plus désagréables. Puis ça peut, dans le fond, ça va être observé là, chez des personnes avec un trouble alimentaire et avec la dysmorphie corporelle. C'est quoi, est-ce qu'on parle un peu de la différence entre c'est quoi une dysmorphie corporelle et un trouble alimentaire? Oui, bien en fait, la dysmorphie corporelle, puis tu pourras ajouter si tu as envie, Sandrine, bien évidemment, c'est de voir son corps pas comme il est réellement. Ouais. Par exemple, ton regard est déformé un peu. Vraiment. Le trouble alimentaire, bien, on connaît un peu les classiques, mais ça va être boulimique, ça va être anorexique. C'est vraiment qu'il va y avoir des comportements reliés à comment on se voit pour modifier son corps. La dysmorphie corporelle est un symptôme d'ailleurs de l'anorexie et de d'autres troubles alimentaires. Ceci étant dit, le trouble de dysmorphie corporelle, pour exclure, mettons, le symptôme du trouble alimentaire, le trouble de dysmorphie corporelle peut pas être une dysmorphie par rapport au poids. Tu sais, ça pourrait être, par exemple, de trouver que son nez il est vraiment croche. Quand c'est le trouble, ça? Quand c'est le trouble, c'est pas en lien avec le poids. Ça va être pour le préciser, là. Donc, mais merci de faire la précision par rapport à ça. On serait rendu à savoir comment... dans le fond, comment savoir si notre insatisfaction corporelle est excessive ou qu'on doit la surveiller, Sandrine? Bonne question. Tout d'abord, on peut se demander, en fait, lesquels de mes comportements sont modifiés par mon insatisfaction corporelle. Je vais reprendre l'exemple du pouce, parce que je le trouve drôle. Là. Je voulais pas donner d'exemple pour créer des... Par exemple, j'aime pas mon pouce, je le trouve trop bizarre. Trop croche. Trop croche. Je pourrais me dire qu'à cause de ça, j'ai tout le temps les mains, genre, dans mes poches. Mais à cause de ça, il y a des activités que j'évite. Fait que là, de me questionner, OK, c'est quoi les comportements qui sont modifiés? Bon, je remarque que j'évite telle activité en public. Je remarque, je fais jamais la guerre des pouces. Je fais jamais de combat de pouces à cause de ça. Ça fait partie des comportements que je fais pas. Je porte tout le temps des mitaines. Même quand j'ai chaud, je porte des mitaines. Tu sais, c'est des affaires comme ça. Ensuite, comment mes insatisfactions corporelles influencent mon humeur? Ce matin, là, je me suis levée. Première chose que j'ai vue, c'est mon pouce. Il me semble que ça a commencé la journée du mauvais pied ou du mauvais pouce, comme on pourrait dire. Mais je trouve que, blague à part, ça fait... En tout cas, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, gang de filles qu'on se prépare pour aller souper au resto. C'est vrai. Puis, en tout cas, moi, ça m'est arrivé dans ma gang de filles aussi,
que ça soit moi ou que ça soit un autre qui se sent pas belle, puis elle est pareille qu'elle était hier, là, puis elle est pareille qu'elle va être demain quand elle va se trouver belle. Mais là, ça gâche sa soirée, là. Elle fait juste focusser là-dessus. Elle se change 3-4 fois, puis là, elle a plus de plaisir, puis là, elle est fâchée, puis elle a plus envie d'aller là. Puis c'est ça. Puis ça peut être aussi, mettons, les comportements qu'on fait en lien avec notre satisfaction corporelle, est-ce qu'ils nous empêchent d'en faire d'autres? Tu sais, par exemple, tu refuses les sorties parce que, hey, faut que tu ailles au gym, là. Faut que tu ailles au gym, là, genre, t'as skippé ta journée d'hier, t'as pas le choix d'y aller aujourd'hui parce qu'il y a 2 journées de suite que tu skippes, là, ça marche pas. Mais là, hey, c'est la fête de ta mère. Mais pas grave, c'est le gym avant tout, là. Ouais. Tu sais, c'est remarquer, faire des liens à travers tout ça. Ensuite, se demander combien de temps est-ce que je passe à modifier ou tenter de contrôler mon poids ou apparence corporelle. Tu sais, à quel point ça occupe une place importante dans ton horaire, dans ton quotidien. Peut-être que tu vas te rendre compte que ça t'en prend plus. Qu'est-ce que tu penses? Ouais, vraiment. Puis finalement, est-ce que tu évites certaines activités à cause de ton poids ou de ton apparence corporelle, justement? La garde des pouces. La personne pourrait l'éviter. Sandrine aime bien l'exemple de la garde des pouces. Merci Laetitia de m'avoir donné l'exemple des pouces. Là. Je m'amuse, j'ai du plaisir. Mais je pense qu'on peut aussi penser, mettons, il y a certaines personnes que si elles ne sortent pas maquillées, ça fonctionnera pas. Là, on a parlé quand même beaucoup du corps, mais ça peut être... vraiment, maquillage, moi, c'est quand même des choses que j'ai vues avec mes proches, que ça leur est arrivé, là, où ils veulent pas aller à cet événement-là parce que, ben c'est ça, cette semaine, leur peau, pour X raison, est moins belle qu'à l'habitude. Là. Ouais, puis tu sais, quand on parlait des commentaires positifs, négatifs sur l'apparence, tu sais, positif, c'est pas juste « Ah, t'as perdu du poids, ça va bien ». Des fois, justement, c'est comme tu te fais tout le temps complimenter « Mon Dieu, t'es lumineuse aujourd'hui, wow, tu sais, t'as l'air, t'es toute belle, ton sourire est tout beau ». Puis là, t'arrives une journée, puis là, tu portes pas de maquillage, puis t'en reçois aucun compliment. Ouais. Ben là, tu fais le lien que genre, hop, c'est conditionnel à si je fais cette action-là, donc là, je vais la continuer. C'est drôle que tu dises ça parce que hier, ça m'est arrivé. Là, comme moi, je me maquille pas tant régulièrement, mais peut-être 1 ou 2 fois par semaine. Puis hier, je m'étais maquillée, puis il y a mes amis qui ont vu comme ça un peu sur les réseaux sociaux en story que j'étais maquillée, genre, mais tu sais, je parlais pas de maquillage. Puis j'ai eu comme, je pense, 4 personnes qui m'ont écrit pour me dire « Wow, t'es donc bien belle ». Tu sais, mais comme moi, ça, c'est pas quelque chose qui va me trigger, mais je sais qu'avant, ça l'aurait été quelque chose. Okay. Donc, puis tu sais, la personne, peut-être qu'elle savait même pas que j'étais maquillée parce que ça paraissait pas tant que ça, tu sais. C'était naturel. Fait c'est quand même, c'est bon que tu dises ça parce que même, j'ai eu cette pensée-là, je me suis comme dit, je reçois souvent plus ce commentaire-là quand je suis maquillée, mais moi, je sais que c'est pas quelque chose. Mais je pense que c'est quand on fait un changement qui se remarque, que les gens... Ils remarquent à quoi on ressemble à ce moment-là, donc ils font un compliment. 100%. C'est tout comme, mettons, quand je me frise les cheveux, on me le dit, genre. Oui, c'est ça. Parce que ça veut pas dire mes cheveux naturels sont pas beaux. C'est juste différent. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, dans tous les cas, on est plus notre apparence, puis si on veut s'éloigner de l'objectification, on est mieux de faire des compliments sur d'autres choses. Oui. Quel épisode! Vraiment! J'ai trouvé ça super intéressant. Je pense que c'est un sujet très pertinent à aborder. Qui prend beaucoup de place pour certaines personnes. Donc, j'espère que cet épisode va pouvoir les amener à avoir des réflexions, puis à un petit peu mieux vivre avec leur image corporelle. Vraiment. Ben oui, c'était vraiment un épisode agréable à filmer. Oui. On se dit donc à dans 2 semaines. Bye bye!